Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Mercredi 31 juillet 2024, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Un Burundais en provenance du Kenya a été arrêté à l'aéroport dès son arrivée par des agents du Service national des renseignements il y a de cela 2 semaines. Inquiète, sa famille demande d'être informée sur les mobiles et le lieu de détention du sien. Les moniteurs indépendants qui ont participé à la dernière campagne de vaccination contre la rougeole réclament leur rémunération. Engagés par l'OMS, ils attendent depuis plus d'un mois leur argent. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également du trio Fabrice Ndaïchimier et Angéline qui travaillent de connivence dans la spoliation des terres des citoyens et volent des projets du gouvernement. Nous vous parlerons aussi des mesures prises par le ministère burundais de la Santé pour éviter la propagation de la variole du singe. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Ouvrons ce journal par la page sécuritaire où une personne a été tuée par coup de machette le matin de ce mercredi sur la colline Kigazi, en commune Mogui de la province Chibitoke. La victime était un agri-éleveur et se rendait au marché d'Ondola à la recherche du bétail à acheter. Ses bourreaux lui ont également pris tout son argent. Les détails avec Emmanuel Ndaïchimi. Le corps de Samuel Kaboura a été retrouvé le matin de ce mercredi 31 juillet à un peu plus de 700 mètres de son domicile sur la colline Kigazi, en commune Mogui de la province Chibitoke. Son corps gissait dans un B200. Visiblement, ses bourreaux sont venus de derrière et lui ont administré un coup de machette sur le cou. Ces malfaiteurs ont frôlé la séparation de la tête et du corps. Samuel Kaboura était un agriculteur et éleveur. Selon des sources sur place, il se rendait au marché d'Ondora pour acheter des bétails pour replacer ce qu'il avait dernièrement vendu. Ses bourreaux l'avaient malheureusement tendu une embuscade et lui ont volé tout son argent. Une somme de plus de 3 millions qu'il devrait acheter le bétail selon des proches de sa famille. Selon une source policière, 4 personnes ont été arrêtées pour des réseaux d'enquête. Selon nos sources à part, des actes d'assassinat par machette de 2 personnes soupçonnées de sorcellerie dans les collines de Nyarulizi et Ruganzo, voisines de Kigazi. Kigazi était jusqu'ici sans aucun acte d'assassinat. Les seuls faits signalés dans cette localité sont des vols de nuit dans les ménages, dans boutiques et dans les champs. Le bétail et les téléphones sont parmi les cibles des voleurs. Des informations qui sont confirmées par une source administrative. Emmanuel Ndaïchimi, 11 personnes tuées, tel est le bilan hebdomadaire de sécurité dressé par la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK dans son bulletin hebdomadaire numéro 432. Dans son numéro, la Ligue ITK parle également de 3 personnes enlevées. Cette organisation de défense des droits humains n'a pas manqué de parler de ses inquiétudes quant à la neutralité du travail de la Commission électorale nationale indépendante. Je vous propose d'écouter Égide Avogui-Alénier. Il est chargé de la communication au sein de la Ligue ITK. Au cours de cette période couverte par ce bulletin, la situation des droits de l'homme et sécuritaire a été rapportée comme suit. Au moins 11 personnes ont été tuées, dont 7 retrouvées cadavres. Une personne a été victime de violences basées sur le genre. 3 personnes ont été enlevées et ou portées disparues. 2 personnes ont été torturées et 6 personnes ont été victimes d'arrestations arbitraires. Parmi les victimes de ces violations figurent un militaire, 2 femmes tuées, 5 membres du parti CNDD-FDD tués, un enfant victime d'une noyade, ainsi qu'un membre du parti CNDD-FDD porté disparu. Des Imbonerakure coulés, des administratifs et des policiers sont pointés du doigt comme étant des présumés auteurs de la plupart de ces violations des droits humains et meurtres. Ce bulletin revient aussi sur la présentation des membres des commissions électorales provinciales indépendantes des 5 nouvelles provinces du Burundi, qui proviennent majoritairement du parti CNDD-FDD et des partis proches
du pouvoir. Ainsi, tenant compte de cette situation, la Ligue TK trouve qu'il est difficile de confirmer la crédibilité et la transparence des élections, vu que la Commission électorale nationale indépendante en soi n'a pas pu assurer indépendamment son rôle dans la mise en place des membres des commissions électorales provinciales indépendantes. La Ligue TK s'insurge contre l'impunité des crimes observés et demande au ministère de la Justice et de garde des Sceaux de veiller au respect de la loi contre les auteurs des crimes. Je vous le disais en titre, il y a une famille qui alerte pour leurs membres enlevés par les agents de la documentation depuis 2 semaines. Ce citoyen a été arrêté à l'aéroport en provenance du Kenya. Sa famille demande d'être informée de l'endroit de sa détention ainsi que du motif de son arrestation. Le point avec Nadège Ilakot. Cette famille alerte pour Jean-Éloi Ndachaïsaba. Un des membres de cette famille fait savoir que Jean-Éloi a été arrêté par les agents du service national de renseignement burundais dans l'après-midi de jeudi 18 juillet 2024 quand il descendait de l'avion à l'aéroport Melchior Ndadaye à Bujumbura en provenance du Kenya. Jean-Éloi Ndachaïsaba est descendu de l'avion le 18 juillet 2024. Il a été arrêté à l'aéroport national vers 16h25. Ceux qui sont allés l'accueillir à l'aéroport ne l'ont pas vu alors qu'il les avait appelés par téléphone en leur disant qu'il était déjà arrivé et descendu de l'avion. Jusqu'aujourd'hui, son téléphone portable reste injoignable. Depuis ce jour, cette famille dit qu'elle vit dans le chagrin car elle vient de passer 2 semaines sans connaître le sort de Jean-Éloi Ndachaïsaba. Ainsi, elle demande que sa vie soit épargnée et que le service national de renseignement puisse les informer du lieu de sa détention et du motif de son arrestation. Parlons à présent politique où une nouvelle coalition politique burundaise a vu le jour. Il s'agit de la coalition pour la renaissance de la nation CRN Ingeliarugamba. Dans son communiqué, cette coalition indique qu'elle a été créée pour apporter un changement profond pour le sauvetage d'un Burundi gangréné par des violations graves et quotidiennes des droits des citoyens. La CRN Ingeliarugamba précise qu'elle lancera ses activités ce jeudi. De la politique, passons à la page gouvernance où le Burundais Fabrice Manirakiza, qui se présente comme un investisseur dans des projets de construction de maisons modernes destinées aux Burundais de la diaspora, semble travailler pour des intérêts de la famille présidentielle. Selon nos informations, ce Fabrice Manirakiza est derrière l'appropriation de certains projets qui devraient être réalisés par des services publics, en plus de la spoliation de terres appartenant à la population. Éloge Divin Renécha. Au début, il y a eu un projet de construction de maisons modernes qui devrait être exécuté par le Fonds de promotion de l'habitat urbain. Ce projet avait comme objectif la construction de maisons modernes appartenant aux Burundais de la diaspora. Comme condition, ces Burundais devraient à leur tour ouvrir un compte bancaire dans le Fonds de promotion de l'habitat urbain, devenu par après la Banque de l'habitat du Burundi. Ces dernières devraient donc leur construire des maisons à crédit, lesquels crédits ces Burundais de la diaspora devraient payer en tranches. Selon nos informations, le nommé Fabrice Manirakiza est venu à un moment donné à la Banque de l'habitat du Burundi et a déclaré qu'il voulait réaliser le 10 projets destinés aux Burundais de la diaspora. Il agissait dans ses propos comme quelqu'un qui avait derrière lui des mains invisibles de certaines autres personnalités du pays qui le poussaient. Ici, nos sources illustrent leurs propos par des mésententes qui ont eu lieu à propos de ce projet du fait que Fabrice Manirakiza voulait s'en approprier. Après ces événements, nos sources révèlent aussi que Fabrice Manirakiza opérait de voyages dans certains pays occidentaux où il s'entretenait avec des Burundais de la diaspora. Son objectif, d'après nos sources, c'était de leur demander d'investir au Burundi dans la construction de maisons modernes. Certains ont cru en son projet et lui ont offert de l'argent, mais n'ont rien obtenu par après. Nos sources indiquent que parmi ceux qui ont été trahis par Fabrice Manirakiza, certains ont déposé leurs plaintes dans différentes institutions et d'autres ont passé par des individus influents au sein du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, pour les venir en aide. Et nos sources indiquent que cela a poussé Fabrice Manirakiza à rembourser certains Burundais qui lui avaient donné leur argent. Le nommé Fabrice Manirakiza a par la suite approché le commissaire général de l'Office burundais de l'habitat, Obura en sigle, afin qu'il collabore dans ce qui a été constaté par après comme une spoliation de parcelles appartenant à la population, lesquelles parcelles étaient situées dans le site d'Okiange. Des constructions ont commencé à voir le jour dans ces parcelles, ce qui a
fait énormément sidérer certains des propriétaires de parcelles du site de Kiangé qui révèlent n'avoir jamais été consultés. Ces derniers ont déposé des plaintes auprès de l'Obura, indiquent certains agents de cet office de l'État. Certains des propriétaires de parcelles spoliées à Kiangé se sont même confiés à certaines autorités du pays issues du parti au pouvoir, mais là aussi bon nombre de ces propriétaires n'ont pas encore obtenu gain de cause, d'où des agents de l'Obura dont nous sommes entretenus se lamentent de voir le nommé Fabrice Manirakiza construire illégalement dans des parcelles appartenant à la population sous la complicité du commissaire de l'Obura, Leonidas Miwigira. Ce dernier est aussi accusé par nos sources qu'il a également spolié de parcelles de certains individus à Kiangé. Pour nos sources donc, les actes de Fabrice Manirakiza sont coordonnés directement par la famille présidentielle du fait qu'il serait un proche d'Angeline Ndayishimiye, la première dame. Dans nos éditions ultérieures, nous allons revenir sur la situation de ces citoyens qui se sont vus spoliés de leurs terres par le nommé Fabrice Manirakiza. Merci à toi Elos Divin. Rémiche, gouvernance toujours, les moniteurs indépendants qui ont participé à la dernière campagne de vaccination contre la rougeole réclament leur rémunération engagée par l'Organisation mondiale de la santé. Ils attendent depuis plus d'un mois leur argent et n'ont même aucune information sur les raisons de ce retard. Rémes Gakiza. Les moniteurs indépendants étaient au nombre de 6 par district sanitaire et ont été engagés par l'Organisation mondiale de la santé au Burundi. Ils passaient sur tous les sites de vaccination pour vérifier si la campagne se déroule comme prévu, pour voir qui ont été vaccinés, qui ne l'ont pas été, et ils donnaient le rapport à la fin de chaque journée à l'OMS. Cette campagne de vaccination a eu lieu du 13 au 19 juin dernier. Les moniteurs indépendants ont travaillé 5 jours. Par jour, ils avaient été informés qu'ils auront 144 000 francs burundais per diem plus déplacement, c'est-à-dire 720 000 francs burundais pour les 5 jours, une somme à laquelle s'ajoutent 20 000 francs burundais de per diem de formation. Chaque moniteur indépendant s'attendait donc à percevoir un montant de 740 000 francs burundais. Nos sources parmi ces moniteurs indépendants font savoir qu'ils avaient été informés que certains seront rémunérés par l'OMS et d'autres par la Banque mondiale. Les données exigées pour être payées ont été déposées il y a plus d'un mois, soulignent les mêmes sources. Il s'agissait des listes de présence que ces moniteurs indépendants disent avoir été confectionnées le jour de la formation, le 14 juin, et approuvées par leurs formateurs, agents de l'OMS. À côté de ces listes de participation, chaque moniteur devrait donner son numéro de téléphone sur lequel il percevra sa rémunération, des numéros donnés aussi ce jour de formation, précisent encore nos sources. 1 mois et 10 jours après la clôture de leur activité, un seul groupe de moniteurs a déjà perçu une partie de la rémunération. Il s'agit du groupe qui a été rémunéré par l'OMS. Sur les 740 000 francs burundais, chacun a reçu 445 000 francs burundais. Le second groupe, censé être rémunéré par la Banque mondiale, n'a encore touché même une pièce. Ces moniteurs indépendants, engagés par l'OMS Burundi, réclament donc leur rémunération. La RPA a contacté l'OMS Burundi. L'agent contacté a refusé de nous répondre sur ce dossier. Inès Gakiza, éviter tout contact avec les personnes diagnostiquées positives au virus de la variole du singe ou celles qui pourraient être infectées, se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser des désinfectants à base d'alcool. Tels sont certains des conseils donnés par le ministère de la Santé dans le cadre de limiter la propagation de la variole du singe. Et le dit ministère qui souligne que l'on peut même contracter ce virus de par des personnes asymptomatiques mais porteuses du virus. Le point avec Eric Nyonzima. Selon le communiqué du secrétariat général de l'IAC, le Mpox était anciennement connu sous le nom de Monkeypox. Il a été découvert pour la première fois chez des singes en 1958 et le premier cas humain a été signalé en 1970. Le virus se propage des animaux aux humains et entre des personnes par contact étroit, par des objets contaminés et par des gouttelettes respiratoires. Toujours selon ce communiqué, les symptômes comprennent une éruption cutanée ou des lésions de la fièvre, des maux de tête intenses, des douleurs musculaires, des maux de dos, une faiblesse générale du corps et un gonflement des ganglions lymphatiques qui dure généralement de 2 à 4 semaines. Bien que la plupart des cas soient modérés, des cas graves et des décès peuvent survenir. Pour réduire le risque de contracter la Mpox, le secrétariat général de l'IAC, tout comme le ministère burundais de la Santé, conseille au public d'éviter tout contact avec les personnes diagnostiques avec le virus ou celles qui pourraient être infectées,
de porter un masque facial en cas de contact étroit avec des personnes symptomatiques, d'utiliser un équipement de protection individuelle lors de la prise en charge de cas confirmés ou suspectés, de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser des désinfectants à base d'alcool après tout contact avec des personnes ou des animaux infectés, de laver régulièrement les vêtements et les draps à haute température, de s'assurer que la viande est bien cuite avant de la consommer, d'éviter tout contact avec des animaux malades, en particulier les rongeurs et les primates non humains, et abstenir de manipuler de la viande de brousse. Et en fait, des personnes soupçonnant une infection par le virus Mpox doivent s'isoler et consulter immédiatement un médecin. Merci à toi Eric Nionzima. Une courte pause et nous parlons société. Des cas de vol dans les ménages sont signalés ces derniers jours dans certaines zones de la commune de Mukaza en mairie de Bujumbura. Un des membres du conseil communal de Mukaza indique que des bandits s'introduisent dans des maisons et emportent tout ce qu'ils trouvent à l'intérieur. Partant de ce qui s'est passé au quartier 3 Nyakabiga lundi dernier, Patrice Sabougoureba demande aux autorités administratives et à la police de conjuguer leurs efforts afin de remédier à cette situation. Suivez Patrice Sabougoureba. Il est membre du conseil communal de Mukaza en mairie de Bujumbura. Ces derniers jours, il y a recrudescence des cas de vol dans certains quartiers des zones Nyakabiga, Giza et Buyenzi de la commune de Mukaza. Et la nouvelle forme de vol, c'est que les bandits amènent une multitude de clés et arrivés dans un ménage par SPR, ils arrivent à ouvrir pendant la nuit, ils prennent tout ce qu'ils trouvent facilement dans les salons, ils pénètrent même dans les chambres. Le cas le plus récent, c'est celui de ce lundi 29 juillet 2024 où ils sont allés voler chez un certain Jean-Marie Vianney de Nyakabiga 3, 7e avenue, près du bar chez Gato Gato. Ils ont ouvert la porte, ils ont volé et arrivé même dans les chambres jusqu'à ce que le chef de ménage se réveille. Et quand il se réveille, ils ont pris fuite. Il a tenté de les poursuivre. Il a constaté qu'ils ont descendu vers Nyakabiga 2, passant par la 3e avenue. Il a constaté malheureusement qu'il n'allait pas les attraper et les retourner à la maison. Et nous demandons à l'administration, à la police, de redoubler d'efforts pour chasser ces bandits. Et parce qu'ils ont trouvé une nouvelle forme de voler, on constate malheureusement que dans certaines rues, dans les pavés, la plupart des fois dans la nuit, il y a encore obscurité. Et ils profitent de cette obscurité, ils profitent de ces heures où il n'y a plus personne dans la circulation pour voler. Et il n'y a pas de secours. Même quand on crie, personne ne vient à votre secours, tout le monde a peur. Patrice Sabougoureba, membre du conseil communal de Mukaza en mairie de Bujumbura. Et puis les associations de la société civile burundaise disent être largement préoccupées par le phénomène des enfants en situation de rue qui s'accentue davantage dans le pays. Pour Jean Douimana, porte-parole de l'OLICOM, le gouvernement devrait considérer ce phénomène comme un combat à mener efficacement et sans relâche, d'autant plus qu'il est le principal responsable de la survie et du bien-être de sa population. Suivez Jean Douimana, il est le porte-parole de l'OLICOM. La question des enfants de la rue au Burundi, c'est une question qui est devenue très lourde, surtout au niveau de la gestion. Malheureusement, tout cela se manifeste au vu et à l'assistance impuissante du gouvernement de la République du Burundi, parce que le ministère ayant les droits de l'homme et la solidarité dans ses attributions ne fait rien pour juguler ce fléau des enfants de Vidori. La question des enfants de la rue se manifeste en deux étapes. Il y a des enfants qui mènent une vie totalement de la rue et des enfants qui viennent de collines surplombant la ville ou des quartiers pour s'ilpétrer toute la journée la ville. Et toutes ces deux catégories des enfants de la rue font des menaces de tout genre dans le milieu de la population urbaine. Ces enfants volent surtout les téléphones, ils tabassent même la population qui veut se venger. Et alors, ce sont des enfants qui se manifestent, qui se comportent comme des bêtes sauvages. Alors, tout cela se faut à l'assistance vraiment des ministères ayant les droits de l'homme dans ses attributions et le gouvernement du Burundi en général. Alors, au niveau de la société civile, nous avons tout crié haut et fort envers le gouvernement de
trouver la solution efficace et durable pour cette question des enfants de la rue, mais le gouvernement n'a fait que prendre ces enfants à partir des camions policiers pour les amener dans la province de Chankuzo, mais malheureusement où les conditions de vie, les conditions d'encadrement et le personnel qualifié dans l'encadrement de ces enfants, toutes ces conditions n'étaient pas réunies. Raison pour laquelle ces enfants arrivaient là-bas, ils sautaient sur les milles pour aller voler dans les champs de la population parce qu'ils ne mangeaient pas suffisamment. Le porte-parole de l'OLUCOM propose en même temps des grandes directives que devrait adopter le gouvernement et son administration afin de couper court avec le phénomène d'enfants en situation de rue et de mendicité. Jean Douimana précise aussi que n'eût été la pauvreté qui gangrène le pays, certaines organisations de la société civile auraient probablement des moyens pour participer dans le programme d'encadrement de ces enfants. Encore une fois, Jean Douimana. Nous demandons au gouvernement du Burundi d'abord de trouver un moyen pour organiser des états généraux sur les enfants de la rue afin que cette question soit bannie une fois pour toutes. Nous invitons au ministre ayant les droits de l'homme dans ses attributions pour essayer vraiment de rassembler tous les partenaires afin de trouver la solution efficace. Au niveau de la société civile, nous sommes vraiment désolés que cette question persiste sans tentative de solution. Ces enfants, là où ils se trouvent, il n'y a que des saletés, ils volent un peu partout, ils mangent quoi que ce soit, tout ce qu'ils rencontrent, ils tuent même, pourquoi pas, ils tabassent tout ce qui passe dans la rue. Alors nous lançons un appel perçant en tant qu'acteur clé de la société civile au gouvernement du Burundi de s'asseoir vraiment ensemble et de chercher les moyens nécessaires, efficaces, moyens ressources humaines, qualifiés d'assistance des enfants de la rue, les moyens finances pour pouvoir nourrir ces enfants et les moyens sanitaires pour pouvoir soigner ces enfants. Tout cela va atténuer cette question qui est devenue très grave au Burundi. Et aussi, en tant que membre de la société civile, nous lançons cet appel perissant aux agents administratifs à la base, notamment les chefs de commune, de quartier, de veiller pour les ménages et de donner des conseils aux différents ménages où se trouvent ces enfants avant qu'ils aillent dans la rue. Et il faut essayer de trouver des solutions avec les parents de ces enfants. Alors, il faudrait que vraiment toute autorité prenne conscience et soit responsable pour essayer de prévenir, pour limiter le mouvement des enfants qui vont vers les rues des différentes villes des pays. Nous les avons trouvés en Ngozi, nous les avons trouvés dans les rues de Gitega, nous les avons trouvés dans les rues de Bujumbura et un peu partout. C'est la question vraiment qui hante la société burundaise. En page justice, le maintien en détention de Madame Emilienne Sibomana est une violation de la loi. Déclaration faite par son avocat de la défense, Maître Edgar Mohigwa, fit savoir qu'ils ont adressé une correspondance au procureur général. Après la cour d'appel de Gitega, vu que sa cliente croupit toujours en prison, plus d'un mois après son acquittement. Je vous propose d'écouter Maître Edgar Mohigwa. Il est l'avocat de la défense d'Emilienne Sibomana. Emilienne a été acquittée par l'arrêt rendu en date du 28 juin 2024 et en vertu alors de l'article 262 du Code de procédure pénale, après son acquittement, elle devrait être libérée et au terme de l'article 194 du Code d'organisation et de compétences judiciaires, le parquet général de la Cour d'appel de Gitega est tenu sans condition d'exécuter cet arrêt de la Cour d'appel. Réalisé alors cet état de fait de tarder dans la libération de notre cliente, nous avons adressé une correspondance à Madame le procureur général de la Cour d'appel de Gitega pour lui demander d'exécuter la décision de la Cour. Mais jusqu'à présent, Emilienne croupit encore dans la prison. Aucun motif légitime ne peut militer à son maintien en détention, puisque même le pouvoir en cassation initié par son même parquet contre l'arrêt, l'acquittat, n'est suspensif de l'exécution de l'arrêt attaqué. Nous demandons au parquet général de la Cour d'appel de Gitega de respecter la loi, puisque ce respect est une garantie d'une bonne justice et c'est aussi une garantie des droits de l'homme en son ensemble.
La voix de maître Edgar Mohigwa a été tirée d'une interview passée sur les ondes de la Bonisha FM. Rappelons que cela fait aujourd'hui 35 jours que la cour d'appel de Gitega a acquitté Dame Emilienne Sibomana. C'était le 28 juin 2024. Cette ancienne secrétaire au lycée Christ Roi de Muchacha a attendu jusqu'au 10 juillet son billet d'élargissement. Selon les experts en matière juridique, Emilienne Sibomana, dès son acquittement, ne devrait plus rester un jour de plus dans la prison. Peu importe qui y est ou pas, appel en date du 27 janvier 2023 devant 3 ministres dont celui de l'éducation, réunion au chef-lieu de la province Gitega. Emilienne Sibomana, secrétaire au lycée Christ Roi de Muchacha à Gitega, a révélé que l'abbé Laurent Nakarutimana, directeur du dit établissement, abuserait sexuellement de certaines élèves. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 31 juillet 2024. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.